Active Saint-Étienne Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 139e Saint-Étienne Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien attaqué sa semaine et passé un bon week-end surtout. De mon côté, tout va bien. Je suis très content de vous retrouver et de débriefer une nouvelle victoire stéphanoise. D'ailleurs, que vous écoutiez l'émission en live, en replay, en podcast, ça nous fait très plaisir de voir que votre soutien est toujours aussi important cette saison. Et on vous remercie. Si vous êtes habitué du coup à écouter notre émission, ou même si c'est la première fois, hein, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur la plateforme que vous utilisez, Twitch, YouTube ou même en replay Spotify. Et à aimer la vidéo aussi, c'est toujours appréciable et surtout très utile pour nous pour savoir comment l'émission fonctionne. Euh, Troisième émission de la semaine donc, et troisième victoire de nos Stéphanois surtout. Comme les Verts, on ne lâche rien jusqu'à la fin de la saison du côté du SNC, surtout quand ce sont de belles victoires comme ça à débriefer. Et en plus, on a le luxe de pouvoir faire davantage tourner par rapport à Olivier Dalloglio, étant donné le groupe de qualité qu'on a. Et pour ce soir, donc je me suis doté de deux chroniqueurs d'exception pour m'accompagner et débriefer cette nouvelle victoire, donc stéphanoise face à Caen. On a tout d'abord Martin. Salut Martin, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va très bien. Saint-Étienne est deuxième. Tout roule, la fin de saison s'annonce hyper excitante. Donc non, c'est chouette, c'est chouette. Et pour accompagner Martin, du coup, on a Timothée Mémon. Salut Tim, tu vas bien? Salut, ça va très bien. Très heureux évidemment des résultats stéphanois. Puis puisque tu parlais de rotation, je me sens un peu comme mon conduit. C'est-à-dire je suis dans la rotation, mais je suis quand même bien sur les rotules en fin de saison, là. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et au chat, on a Gabriel. Salut Gabriel, tu vas bien? Ça va super. Bonsoir tout le monde. Un super week-end encore une fois. J'ai commenté le match en live pour le site de West France. J'étais un peu stressé, mais le résultat est parfait, donc tout va bien. Bah sympa ça, comme c'est la première fois que tu montais un truc comme ça? Non, j'avais fait Ajaccio-Sainté aussi, donc Ok, moins glorieux. oui, Mais, c'est clair, ouais. mais là tout va bien. Bon, enfin une victoire, alors ça fait plaisir. Bah nickel, alors si tout... Ouais, c'est ça, c'est clair. Parfait, parfait. Bon bah si tout le monde est prêt sans plus attendre, on va passer tout de suite au débrief, hein, c'est parti. Active Saint-Étienne Night Club. Le débrief. Quelle semaine, messieurs, quelle semaine. Euh, Carton plein pour nos Verts, on peut le dire, avec trois victoires en trois matchs, hein. Il fallait aller gagner des points, c'est chose faite. Après Bordeaux puis Grenoble, victoire face à Caen, donc ce samedi sur le score de 1-0. Victoire dans la douleur, c'est vrai, mais les 3 points sont là et à ce stade de la compétition, c'est vraiment le plus important. Mais notre job au SNC, c'est quand même de parler du contenu des matchs, hein, et même si on peut être content du résultat, tout n'a pas été totalement parfait ce samedi. On peut peut-être évoquer une victoire au forceps, un peu comme la semaine, comme l'émission précédente, le match précédent face à Grenoble, puisque les Verts ont assez souffert quand même, mais on le mérite, mine de rien, d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Martin, de ton côté, c'est quoi ton sentiment, toi, après cette victoire stéphanoise? En fait, c'est dans la droite lignée de ce qui s'est passé durant toute la semaine. C'est-à-dire que Bordeaux, c'était un petit miracle. Grenoble, c'était pas hyper convaincant, mais voilà. Et Caen, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, aux alentours de la 60e minute, je sais pas s'ils vont pouvoir tenir aussi, enfin, jusqu'à la fin du match. Et tu te rends compte qu'en fait, cette équipe, c'est là où elle a de la personnalité, quoi, parce qu'elle tient. Ouais, c'est un peu moche, c'est vrai. C'est pas les victoires contre Bastia, les victoires à Valenciennes, même la victoire face à Auxerre. Là, on est entré dans une nouvelle phase. Je pense qu'il y a la, la- la- la conjonction de plusieurs choses. Bah, 3 matchs en une semaine, bah, ouais, il faut les encaisser. Et puis, tu as aussi le poids de cette fin de saison qui fait que bah, ça se crispe peut-être un petit peu, mais au final, tu as Geoffroy Guichard, je pense, qui fait gagner beaucoup de points. Et puis, tu as une équipe qui a du caractère, la personnalité. Et généralement, quand ça se passe comme ça, à la fin, il y a moyen bah voilà, d'avoir une belle récompense, quoi. Petite interruption puisque je vois dans le chat que apparemment Dunkerque vient d'ouvrir le score.
On en parlera Exactement. plus tard dans le tour de Absolument. Ligue 2. Mais c'est sympa, bonne nouvelle, ça commence bien l'émission. Pour rester sur le match face à Caen, toi Timothée, tu en as pensé quoi de cette victoire, stéphanoise? Bah, forcément, on la juge un petit peu en regardant les autres matchs qu'on a eu cette semaine, la semaine précédente. Effectivement, Bordeaux, miracle renversant. Grenoble, je pense qu'on a tous la sensation que ça n'a pas été convaincant parce qu'il y a eu 20 minutes catastrophiques. Mais la réalité, c'est que passer ces 20 premières minutes, certes catastrophiques, après, je trouve que Saint-Etienne a quand même globalement dominé son sujet. Et je trouve que sur l'ensemble des 3 matchs, Grenoble est le plus abouti. Et puis bah, le match face à Caen, ça sentait effectivement le match de fin de semaine à 3 matchs. Il y avait de la fatigue, il y avait un peu de crispation, mais par bonheur, il y en avait moins chez nous que chez les Angevins contre le PFC. Voilà, un but que l'on doit une fois de plus à Irvine Cardona, qui décidément, avec Olivier Dalloglio et dans une certaine mesure aussi l'Arseneur, et ben, change littéralement la donne. En tout cas, Dalloglio et Cardona changent la deuxième partie de saison. Certes, Mouefek est là pour mettre le bon plat du pied, mais le coup de magie, le coup de baguette magique, c'est Cardona. Après, il y a eu justement cette capacité à serrer les coudes et à serrer les dents, qui est très rassurante, je trouve, à 3 journées de la fin. Vu qu'on l'a bien compris, Saint-Etienne a maintenant un joker, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'autoriser un match nul, ils peuvent faire 7 points en 9 matchs. Saint-Etienne montera quand même. Donc c'est de bon augure, je trouve, de voir cette équipe avoir ce caractère-là. Et tu en as parlé de ce but, 5 minutes de jeu, c'est ce qu'il aura fallu à Aymen, Mouefek du coup pour inscrire l'unique but de la rencontre. Après un joli jeu en triangle entre Petro, Cardona et lui-même, super remise de Cardona, tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'après ces 5 minutes, ce sont les Canets, hein, qui ont été les plus dangereux. Après l'ouverture du score précoce, les visiteurs, ils ont progressivement, ben, augmenté le rythme, hein, on peut le dire, pour se procurer les meilleures situations. Il n'y a pas eu tant d'occasions franches que ça. Je pense notamment en seconde période à l'arrêt magique de Larsonneur sur cette frappe de Mendy. Il a été une nouvelle fois impérial, hein, Gauthier Larsonneur. Mais les Verts sont restés globalement solides pour pas encaisser de buts. Faire preuve de caractère, c'est un peu ce qui manquait peut-être aux Verts il y a quelques mois sous Batles et ce qu'on remettait en question notamment au SNC lors des différentes émissions. Timothée, je vais te laisser la main. Est-ce que tu penses on peut parler d'une victoire au courage de la part de nos Stéphanois là, et peut-être que c'est un match qu'ils n'auraient pas forcément gagné il y a quelques mois? Oui, oui, je pense que tout est dans la question. Victoire au courage, je sais pas. Victoire en ayant fait preuve par moment de courage et de solidarité, certainement. Il y a quelques mois, c'est certain, c'est le genre de match où tu aurais fait match nul, tu aurais même probablement perdu. Il y a effectivement une question de mental, il y a une question de, de- je dis toujours de responsabilité vis-à-vis de ce maillot qui est assumé par cette équipe, mais aussi parce que cette équipe, Ah, allô? J'entends plus, c'est moi qui ai un petit souci ou? Non, on Non, on a entend Non? bien. perdu Timothée là. On a... Ah, oui, c'est bon. Pardon, C'est bon. pardon. pas de Vous, souci. vous m'avez récupéré là? Ouais, c'est bon, vas-y, reprends. Excusez-moi. Non, non, ce que je disais, c'est que cette équipe, bah, tout d'un coup, elle s'est rendue compte avec ce qui se passe au stade, de ce qu'elle était en train de vivre, de la vérité de ce maillot. C'est pas juste un maillot, c'est pas juste 10 titres de champion de France, c'est pas juste un grand club, c'est aussi un présent. C'est pas juste un maillot mythique, c'est pas juste une légende. Et j'ai l'impression que cette équipe en prend conscience, qu'elle kiffe et qu'elle a envie de continuer à kiffer avec ce public-là. Et ça a changé pas mal de choses. Non, c'est sûr qu'on sent les joueurs beaucoup plus transcendés sous Deloglio que sous Batles, y a pas photo. Martin, tu partages ce constat, toi? Oui, puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est la trajectoire, c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu as engrangé et que tu cogites un peu moins et que le pied il tremble un petit peu moins. Et quand il faut dégager, bah, tu trouves des zones un petit peu meilleures qu'avant. Le football, c'est une histoire de détails, de précision, mais de détails, de rien du tout. Et je pense que quand tu as engrangé
ce que tu as engrangé depuis qu'Olivier Dalloglio est arrivé. Je pense que tu n'as aucun joueur qui est dans le même état d'esprit. On peut prendre l'exemple d'un Dylan Chambaud qui était complètement à l'envers et qui a contribué à relancer. Alors l'Arsenal non, parce que lui, il a toujours été à un niveau moyen exceptionnel, mais voilà, il y a un paquet de joueurs qui se sont remis la tête à l'endroit. Et quand il s'agit de souffrir, eh ben, tu souffres, mais tu as un petit matelas qui te permet aussi de souffrir avec un peu plus de marge. Et cette marge-là, bah, c'est ce qui a servi à battre Grenoble, à battre Caen. Bordeaux, c'est encore autre chose, c'est de l'irrationnel pour moi, c'est Geoffroy Guichard, voilà, c'est une spirale, ça arrive une fois tous les 3-4 ans. Mais dans les matchs voilà, où tu souffres, comme Bordeaux, comme Caen, et bah, c'est cette petite marge-là voilà, qui font que bah, les événements tournent en ta faveur, que la frappe de Mendy, bah, elle tape les deux pieds de l'Arseneur, mais qu'elle passe pas. Voilà, c'est quelque chose qui est difficilement palpable, mais voilà, pour moi, ça s'appelle la confiance. Et la confiance, c'est voilà, ça te métamorphose une équipe, pardon. Et bah, pourvu que cette confiance, on la conserve jusqu'à la fin de la saison, on en aura besoin. Gabriel, je viens à toi au chat. J'attendais un peu que ça arrive, mais je vois que c'est bien vivant depuis le début de l'émission. Concernant cette victoire, c'est quoi l'avis globalement des auditeurs? Et bah, évidemment, pour beaucoup, l'essentiel, c'est les 3 points. On a, bah, Piazza Le Breton qui nous dit, «L'essentiel sur ce match, c'était la victoire, on ne va pas faire la fine bouche». On a Laurent sur, YouTube qui se demande, «Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait 9 points en 3 matchs sur une semaine?» Je pense qu'il faut remonter très loin. René Châtre qui nous dit que c'est une victoire au forceps, mais toutes les équipes galèrent. Angers, a galéré en seconde période. Tous les scénarios dans le sprint final sont possibles puisque, bah, là, on voit que Auxerre est mené à Dunkerque. On a Céline qu'on salue qui nous dit, qu'elle a trouvé l'équipe, assez, dans le dur physiquement. Hem, c'est vrai que Caen, nous a quand même pas mal bousculé après notre début de match canon, donc on a réussi à tenir, c'est le principal. On a El Cato qui souligne, bah, comme d'habitude, un Larseneur exceptionnel. On a Tom pareil qui est sur la même longueur d'onde, qui souligne, la défense, très, très solide. D'ailleurs l'Arseneur l'avait dit à Margot Dumont après le match, avec Nadé et Batu Benfica devant lui, il était vraiment tranquille. Et puis, il souligne aussi le fait qu'on a, sûrement le meilleur attaquant de Ligue 2 et de très loin avec, Cardona. Même si on a vu que Mendy, nous a fait mal samedi. Et on a Jérém Magique qui se pose la question, est-ce qu'on ne serait pas à 2 victoires de la Ligue 1, sur les 3 derniers matchs? On verra. Et on a quand même Tom qui tire le point négatif, je pense, du week-end pour tout le monde, c'est la rechute de Wadji. C'est pas bon du tout, il nous dit, parce qu'on n'a plus qu'un seul profil devant. En attendant, bah, le retour de Sissoko, on espère que ce sera contre Guingamp. Ouais, ouais, bah tu annonces ce qu'on va aborder plus tard, mais t'as soulevé un point très important et j'en parlais tout de suite, c'est la défense, Nadé Batou Bitzika. Si on n'a pas encaissé de but, hein, c'est aussi pas parce qu'on a retrouvé une défense de fer, hein. On loue souvent les performances de Gauthier Larsonneur, à juste titre, hein, mais la charnière Nadé Batou Bitzika est également au top de sa forme en ce moment. Si on regarde bien le match, je l'ai dit, Caen a dominé, mais c'est pas procuré tant d'occasions nettes que ça, hein. Le binôme Nadé Batou-Bizika n'a pas laissé beaucoup de place à Alexandre Mendy, et alors qu'il a l'habitude de marquer, hein, c'est le meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 unités, il me semble, donc c'est pas mal du tout. Personnellement, moi, je l'ai dit aussi, il y a que la frappe stoppée nette par l'Arseneur qui me vient en tête là. Donc c'est plutôt louable pour notre défense. Briançon est très préservé, mais même lorsqu'il joue lui aussi est également au niveau. Martin, de ton côté, est-ce que tu es pleinement satisfait de la performance de la défense stéphanoise face à Caen, mais aussi lors des derniers matchs là, de cette semaine? Bah, de toute façon, quand on parle de l'Arsenal, on évoque souvent les clean sheets, le record en Europe, etc. Il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que tu as des mecs devant lui qui font le taf. Et je pense qu'en plus, ils correspondent bien aux caractéristiques des matchs de Ligue 2, Batubinsika et Nadé, surtout Nadé d'ailleurs. Et voilà, c'est une charnière qui fonctionne dans ce championnat-là, c'est-à-dire effectivement du combat, CA. Alors, c'est pas toujours dans la dentelle, mais en Ligue 2, c'est parfait. Alors après, je mettrais juste un petit bémol sur Caen, parce qu'il y a quand même eu, oui, il y a eu une occasion franche pour Caen, mais il y a eu quand même un paquet d'actions litigieuses dans la Mm. surface. Et si on est tout à fait franc, Saint-Étienne s'en sort pas si mal au niveau de C'est vrai, l'arbitrage. ouais.
dans sa propre surface de réparation. Mais au-delà de ça, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, Batou Binsika, c'est vraiment voilà, une des grosses recrues de l'été dernier que je trouve hyper convaincante. Je salue aussi la façon dont Nadé s'est remis à l'endroit, et lui fait partie des joueurs dont je parlais tout à l'heure. J'ai été très très sévère avec lui parce que voilà, je trouvais qu'il répondait pas aux exigences d'un défenseur central de haut niveau. Force est de constater que, alors, on se souviendra aussi que face à Bordeaux, il a mis le collectif dans la panade. La fin du match, voilà, efface un petit peu son carton rouge stupide. Mais moi, j'ai encore deux, trois petites réserves sur Nadé. Mais en tout cas, oui, les deux mecs, ils font le taf. Et franchement, c'est une belle muraille devant l'Arsenal. Tim, t'es d'accord, toi aussi, pour c'est une muraille, Nadé et Batou Bitsika, tous les deux? Ouais, il y a plusieurs choses qui viennent d'être dites par rapport à ce que dit le chat sur le fait que l'important c'est de l'emporter, peu importe la manière. Je crois qu'il faut être lucide d'abord sur, d'une manière générale, prendre un peu de recul et au-delà de ce match-là, être capable de se dire que Saint-Etienne va peut-être monter sans jouer incroyablement bien. La réalité, c'est quand on regarde, à part justement le 3 de Laurent Batles et dans une certaine mesure la JOCR de Jean-Marc Furlan, les équipes de Ligue 2 qui montent et qui jouent bien, c'est quand même une denrée extrêmement rare. Il faut se souvenir d'Ajaccio qui monte en marquant un but par match et en prenant certes aucun et en produisant un jeu dégueulasse. Enfin, c'est quand même fréquent. Si ces équipes-là sont en Ligue 2, il y a quand même une raison. Et le jeu produit correspond quand même à la Ligue 2. Donc, c'est pas du très beau football et je ne crois pas qu'on soit en mesure d'exiger du beau jeu. Par rapport à ce que dit Martin sur la défense, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que j'irai peut-être même un peu plus loin. Je pense que Batou Binsika et son statut d'international ivoirien le prouve, est un joueur euh, niveau Ligue 1, pas dire classe internationale, parce que quand on dit classe internationale, ça sous-entend quelque chose, mais c'est un international et il n'y a pas de mystère s'il est titulaire pas titulaire, dans l'effectif de rotation du champion d'Afrique des Nations. J'ai beaucoup plus de réserves sur Nadé. Effectivement, il est adapté à la Ligue 2. C'est un joueur que j'ai eu du mal à voir quand il était en Ligue 1 et que même après une saison où il a manifestement un peu progressé, je continue à avoir du mal à voir en Ligue 1. Mais ce qui est intéressant, je trouve, au-delà du match de Caen où effectivement ils ont été sérieux, où il y a eu beaucoup de situations mais peu d'occasions, c'est de voir que on a trois joueurs équivalents, je trouve, à ce poste-là et que si c'est pas Nadé, c'est Briançon, si c'est pas Batoudine Sika, c'est Nadé et ainsi de suite, et que globalement il y a une solidité de ce côté-là, en sachant que, à mes yeux, on n'a quand même pas sur les ailes des foudres de guerre. Donc c'est bien la preuve que, ouais, on a une charnière centrale qui est extrêmement efficace. J'entendais dire qu'avec Cardona, on avait un des meilleurs attaquants de Ligue 2. Si on a une bonne défense et quasiment le meilleur attaquant de Ligue 2, plus un bon gardien, à 3 journées de la fin, ça devrait le faire, non? C'est possible, on l'espère, hein. Et il y en a un autre aussi qui performe bien quand même lors de ces derniers matchs, pardon, et particulièrement de celui-ci, c'est Ben Wefek, hein, qui a inscrit son troisième but de la saison pour permettre au Vert de s'imposer. Il continue de livrer des prestations convaincantes au milieu de terrain. Je dis au milieu de terrain parce que quand il a été replacé en défense pour pallier Ouais. Masson, c'était un peu délicat. Mais et du coup, à l'issue de la rencontre, je trouvais ça intéressant. Le joueur s'est exprimé au micro de Beatsport et il a pas mâché ses mots en déclarant qu'il souhaitait vraiment rester au club la saison prochaine. On sait qu'il est en fin de contrat en juin et qu'il n'y a toujours pas d'accord trouvé concernant sa possible prolongation. On sait aussi que Aymen Mouefek, il le cache pas et on le sait, c'est un amoureux du club. On l'a déjà vu assister à des matchs en COP. On sait que c'est un enfant du Forêt. Timothée, de ton côté, est-ce que tu vois Mouefek comme quasi indispensable pour l'équipe et tu le prolongerais pour une éventuelle montée en Ligue 1? Déjà, oui, Mouefek, c'est le syndrome du joueur peroxydé. C'est le joueur qui se sent un peu pousser des ailes, qui se fait une teinture, qui est moins bon, et puis qui retrouve ses sensations finalement quand il retrouve sa couleur de cheveux. C'est un truc qu'on a quand même vu régulièrement. Je me souviens que Molo nous avait fait ce coup-là. Bref, c'est un petit clin d'œil, mais ça se vérifie malheureusement souvent. Oui, Mouefek, alors je doute pas une seconde qu'il ait le club chevillé au cœur. Après, il a une carrière à mener. Et je ne suis pas sûr qu'il aurait fait cette déclaration si on avait été huitième de Ligue 2
à 3 journées de la fin. Ça ne veut pas dire que c'est un opportuniste pour autant, mais si effectivement Saint-Etienne doit monter et que lui se dit que c'est le bon moment, le bon endroit, voilà. Après, il faut savoir que un joueur gratuit, ça devient une opportunité, même si c'est pas un immense joueur, en tout cas pas encore, et que ça le sera peut-être jamais, mais ça le sera peut-être, je sais pas. Mais du coup, vu qu'il est pour le moment en fin de contrat, faut pas rêver. Et j'ai déjà entendu que certains clubs se renseignaient, encore une fois, non pas parce qu'ils se disent que c'est le profil de leur rêve, mais parce qu'il est gratuit. C'est quand même fréquent et il y a des championnats étrangers qui y pensent. Mais oui, d'une manière générale, de toute façon, quand on regarde l'équipe, et moi je demande qu'une chose, c'est qu'on monte, hein, et peu importe ce qu'on fait la saison prochaine, je préfère être 15e en Ligue 1 que deuxième en Ligue 2. Ou attention, ils ont failli marquer Dunkerque, pardon. Euh, il va falloir garder les quelques joueurs qui ont des marges de progression, et il en fait partie. Parce que sinon, il y a quand même une grosse partie de l'effectif à refondre. Je ne dis pas qu'il faut vendre tout le monde et changer tout le monde, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs vraiment de Ligue 2, que la Ligue 1 à 18, elle s'est un peu densifiée. Donc oui, mais Mouefek fait partie de ceux qu'il faut garder, je pense. Martin, t'es d'accord, toi, tu valides Mouefek pour une éventuelle montée? Oui, et puis à Saint-Etienne, il y a un point important, il y a aussi une question d'incarnation. Et Moeffe qu'il incarne quand même quelque chose. Alors, c'est un joueur qui a beaucoup raté parce qu'il s'est beaucoup blessé et donc on l'a assez peu vu sur la durée, mais quand même, c'est un enfant du club. Il n'y en a pas non plus des dizaines dans cet effectif-là. Et je pense qu'en termes d'incarnation et voilà, de relation aussi avec les tribunes et les supporters, c'est important d'avoir des mecs comme ça. Surtout que lui, il incarne bien aussi le don de soi, etc. Donc il a à peu près tout ce qu'il faut. Et puis moi, je pense que, encore une fois, hein, il y a eu beaucoup de blessures et je pense que elles ont franchement freiné sa progression. Mais je pense que c'est un milieu de terrain qui peut avoir un rôle dans un club de Ligue 1. Et je pense que voilà, comme le disait Timothée, je suis assez d'accord avec lui, quand tu prends l'effectif, il y en a pas tant que ça des joueurs qui pourraient se faire une place dans un effectif de Ligue 1. Lui, je pense que s'il arrive à mettre un terme à tous ses soucis physiques, eh ben, il y a vraiment quelque chose. Donc, oui, il faudrait essayer de le prolonger. Mais quand tu vois le nombre de joueurs qui sont en fin de contrat là, au 30 juin dans l'effectif des Verts, entre les joueurs prêtés et les joueurs qui sont en fin de contrat, euh, voilà, la montée, ça va promettre un sacré jus de crâne à la direction. Il va falloir être malin parce qu'on n'a pas non plus euh, voilà, une marge de manœuvre qui est démentielle et essayer voilà, de miser sur ceux qui le méritent. Et je pense que Mouefek fait partie de ceux qui le méritent. Ouais, il va y avoir un petit chantier, peut-être plus important encore que les étés précédents cet été. On verra en tout cas. Gabriel, au chat, je viens à toi. Concernant la charnière d'abord, puis Aymen Mouefek, qu'est-ce qui se dit un peu dans le chat? Oui, concernant les tops, évidemment, la charnière revient. Tubinsika a été exceptionnel pour El Cato. Forcément, Tubinsika est souvent revenu. On a aussi Léo Petro qui revient dans pas mal de tops de nos auditeurs, notamment pour Laurent Levra sur YouTube qui nous dit l'Arseneur, Petro, Mouefek et Cardona ont été top. Euh, on a aussi forcément l'Arseneur comme d'habitude. Mouefek qui revient aussi beaucoup. C'était le joueur préféré de Joe 42 sur ce match-là. Euh, voilà. Et du coup, sur Mouefek, excusez-moi, on a forcément la plupart de nos auditeurs qui nous disent que c'est obligatoire de prolonger Aymen Mouefek. Joe 42 qui nous dit que c'est un enfant de Saint-Etienne, il faut le garder. Jérém Magique, oui, il faut le prolonger. Albert Pilia, Mouefek doit être prolongé. Pascal, il a le niveau Ligue 1. Comme pour Étienne qui nous dit ça sur YouTube, il a le niveau Ligue 1 Mouefek. Et on a quand même Tom qui émet quelques réserves. Il n'est pas fou non plus, mais c'est un joueur correct. Au moins, il a un gros volume de jeu et il se bat bien. Et en revanche, du coup, on avait quand même El Cato qui nous disait, je revois le message, qui nous disait qu'il émettait quelques réserves sur Nadé, notamment sur ses ceinturages. Enfin, on sait que récemment, là, il y a beaucoup de situations
où il aurait pu nous coûter des fautes bien placées, voire des pénaltys, voire peut-être des cartons rouges en plus que celui de Bordeaux. Donc attention à surveiller pour la suite de la saison. Et on a Pascal CHN sur Twitch qui se demande, qui pose la question, est-ce que si Mouefek se blesse moins, c'est parce qu'il a une meilleure hygiène de vie d'après vous? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici, mais c'est vrai que la question se pose. Messieurs, est-ce qu'il y en a un qui veut intervenir sur la Oh, question? moi, j'ai pas l'info, hein, j'en sais rien s'il a une meilleure hygiène de vie. Je ne sais pas s'il avait une mauvaise hygiène de vie. Le fait est qu'il a un physique à part, hein. C'est quand même un joueur avec un bloc cuisse-fesse très important. C'est pas du tout, ça veut pas dire qu'il est gros, hein, c'est juste que c'est sa morphologie, il est comme ça, et que du coup, c'est des joueurs qui ont parfois, souvent, des problèmes, notamment aux adducteurs. Donc voilà, c'est des joueurs qui doivent apprendre ce que c'est que d'enchaîner au haut niveau en connaissant peut-être leur physique mieux que d'autres. Un point sur lequel je voulais revenir, qui a soulevé Martin tout à l'heure et qui vient d'être soulevé par le chat, c'est l'arbitrage. On parlait de Nadé, des ceinturages et tout ça. Euh, Franchement, à part Ajaccio, il y a une mansuétude de la part de l'arbitrage vis-à-vis de la Saint-Etienne. Et attention, hein, je m'en félicite, mais à un moment, il faut être lucide aussi. Depuis le match d'Auxerre et peut-être même un peu avant, les décisions litigieuses, elles tournent quand même beaucoup en notre faveur. Je dis pas que c'est, je parle pas de corruption, je parle pas de la Ligue qui donne des consignes pour avoir Saint-Etienne en Ligue 1 parce qu'il y a un championnat à vendre et qu'ils n'arrivent pas à le vendre et qu'il vaut mieux avoir Saint-Etienne en Ligue 1 que Angers probablement en termes de diffusion et d'audience. C'est pas ce que je dis, même si je viens de le dire quand même. Mais ce que je pense quand même, c'est que inconsciemment, le rôle que joue Geoffroy Guichard quand c'est à domicile et l'importance de ce club en fin de saison fait pencher un peu la balance en notre faveur, comme on a l'habitude de dire qu'en Coupe d'Europe, les grands clubs ne sont pas arbitrés pareil. J'ai quand même l'impression que Saint-Etienne, sur cette deuxième partie de saison, n'est pas tout à fait arbitré comme les autres. Pour une fois que c'est en notre faveur, on va pas s'en plaindre. Ouais, bah écoute, tu m'as devancé parce que j'allais y venir juste après. C'est vrai que sur ce match, il y a eu quelques situations. On peut aussi parler du rouge de Nadé, hein, je pense que la majorité ici pensait qu'il allait prendre plus d'un match. Martin, tu partages le constat de Timothée sur les derniers matchs de la SSE. C'est vrai qu'à part Ajaccio, l'arbitrage est plutôt clément et on prend, hein, mais concernant la SSE. Mais, mais ça, c'est enfin, parler aux entraîneurs et aux présidents de petits clubs, entre guillemets, de Ligue 1, de Ligue 2. Il y a un avantage inconscient qui est donné aux grosses écuries de chaque division. Et c'est pour ça que ce serait pas si mal de monter cette année, parce que l'année prochaine, il y a le VAR qui est introduit en Ligue 2 et qui, quand même, à mon avis, ce petit avantage que tu peux avoir, il sera fatalement diminué par l'instauration du VAR. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Mais oui, je suis Parce que totalement d'accord. le VAR empêche des erreurs. Je m'étais pas rendu Bah, compte. je pense, en tout cas, Pour être C'est un autre sûr. débat, ça. il n'empêche pas les erreurs, mais disons que je pense qu'il diminue un peu l'avantage que peuvent avoir certaines grosses écuries sur le commun des mortels dans chaque division. C'est mon avis quand même. Mais non, évidemment qu'il n'évite pas les erreurs, comme on peut le voir d'ailleurs depuis quelques mois. Mais, euh, mais tout ça pour dire quoi, ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a une mansuétude qui est évidente. Franchement, quand peut se sentir lésé sur le match de samedi, je pense qu'il y a au moins deux pénaltys. Voilà, Charles Dapia notamment là, en fin de match, il joue pas du tout le ballon. Je pense que si c'est checké à VAR par exemple, celle-ci, je suis pas sûr que Sainté s'en sorte aussi bien. Mais ouais, il y a une mensuétude, c'est vrai, et qui fait qu'en plus, effectivement, comme tu es dans une lutte au couteau pour le titre, tu es face à un stade qui est bouillant, bah voilà, c'est peut-être un peu plus difficile de prendre les décisions qui fâchent à ce moment-là, quoi. Et Auxerre vient d'égaliser Un but apparemment. fantastique. Non, 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 Ouais. non, 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 c'est le défenseur Jubal là, qui a tenté une frappe à la caserie contre Metz de 55 mètres, 60 mètres peut-être, enfin au-delà de la ligne médiane, et c'est passé à côté. On a eu l'impression qu'elle avait Ah, fini au fond, mais elle n'a pas Ah oui, fini au putain, fond. j'ai l'impression que le ballon était dedans, ouais, donc, effectivement. Ouais, ouais, donc non, toujours un non, zéro pour à Dunkerque, c'est côté. ça? Toujours un zéro pour Dunkerque. Ça marche. Comptez sur moi, je suis sur le coup.
Parfait, merci Timothée. Dernière petite question sur le match, après passera autour des stats de Ligue 2 parce que le temps presse, mine de rien, mais c'est vrai que tout n'a pas été parfait dans cette rencontre, au-delà de la prestation moyenne qu'on a déjà évoquée. La victoire a été ternie quand même par plusieurs blessures, on l'a dit dans le chat à plusieurs reprises. On a tout d'abord Mathieu Cafaro qui s'est fracturé le nez apparemment, qui est sorti en des secondes périodes. Bon, apparemment, c'est pas certain que ça soit très gênant pour jouer les prochains matchs. Puis il y a Ibrahima Wadji surtout qui semble avoir rechuté, lui qui vit déjà une saison assez catastrophique, hein, ponctuée par de nombreuses blessures. On sait que Ibrahim Sissoko semble être sur le retour, il a repris la course depuis un petit moment, mais on ne sait pas s'il sera opérationnel dès Guingamp. Ça met quand même le doute sur le secteur offensif stéphanois, parce que si on n'a plus Cafaro, plus Wadji, plus Sissoko, on a vu que Cardona, c'était pas forcément aussi performant que sur un côté devant. Quelle solution, Martin, tu penses que ces nouvelles blessures, elles peuvent perturber la fin de saison stéphanoise ou ça reste anecdotique et on s'en sortira? Non, ce sera pas anecdotique. Ça va beaucoup dépendre pour moi de l'état de santé de Sissoko et le club, pour l'instant, est assez imprécis sur les délais de guérison, etc. Donc, on va attendre de voir pour Sissoko. Wadji, au final, voilà, c'est un joueur quand même qui. C'était difficile d'en attendre plus. C'est un joueur qui revient, qui s'est beaucoup blessé et qui, voilà, finalement a rechuté. Mais est-ce qu'il était central dans la saison de l'ASS? Malheureusement, non. Moi, je pense que c'est un bon joueur. Je pense qu'au top de sa forme, etc., c'est quelqu'un qui peut vraiment faire du bien à cette équipe-là en apportant de la profondeur, en apportant un nouveau profil. Mais c'est une saison blanche quasiment pour lui. Donc oui, ça nous prive d'une option d'ici la fin de saison, mais moi, voilà, ce qui m'interpelle plus, c'est l'état de santé de Sissoko. Parce qu'effectivement, s'il faut mettre Cardona dans l'axe, on voit que c'est pas pareil. Après, tu vois, t'as quand même de la profondeur. Je veux dire, une attaque Cafaro, Cardona, Mboukou, euh, bah, elle a déjà été utilisée, ça fonctionne bien. Même si ce sont des profils qui se ressemblent un peu trop, moi j'aime bien quand il y a quand même le gros neuf voilà, qui attire les défenseurs, qui est statique dans sa surface de réparation et qui est là pour conclure les actions. Mais si Sissoko ne revient pas, on a quand même trois options qui ont montré leur valeur depuis quelques semaines maintenant quand même. Timothée, t'es d'accord? C'est vrai que Sissoko, concernant la fin de saison stéphanoise, il aura un impact non négligeable en fonction de son retour, soit à Guingamp, soit un peu plus tard. Martin l'a bien dit, Wadji en fait n'a presque pas voix au chapitre dans la saison stéphanoise au regard du nombre de blessures qu'il avait. Qui lui a donné une importance nouvelle, c'est la blessure de Sissoko. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on se disait bon, ça va peut-être être un plus d'avoir Wadji en fin de saison, mais il y a Sissoko, donc pour l'instant ça va. Quand Sissoko s'est blessé, d'un coup le retour de Wadji est devenu indispensable, et là il se blesse donc à nouveau, il va falloir trouver des solutions. Je suis d'accord avec l'idée de se dire que Cafaro aime beaucoup et Cardona, ça peut se ressembler un peu. Je pense quand même que ces trois joueurs qui sont censés être capables de tenir la dragée haute aux trois équipes qui nous restent à affronter. Et puis c'est peut-être le moment, et c'est peut-être là aussi où finalement la grinta, la dynamique stéphanoise va se faire ressentir. C'est peut-être à ce moment-là qu'on va enfin voir, je sais pas, un Rivera nous faire un match ou deux bons bouts de match. Pas exclure par exemple aussi que Karim Cissé soit ressorti. Enfin, voilà, à mon avis, il y a des solutions. Euh, il y a des solutions. Je veux pas être trop optimiste et je veux pas vendre la peau de l'ours, mais quand on voit en fait à quel point sur ces 12 derniers matchs, sur cette série, et même sur la deuxième partie de saison au sens large, à quel point Saint-Etienne a su surmonter les obstacles avec aisance et réussite, euh, j'ai pas le sentiment qu'on soit intouchable, mais je pense pas qu'un joueur, deux joueurs comme ça fassent la différence sur cette fin de saison. J'espère pas en tout cas. J'espère ne pas me tromper. Ouais, c'est vrai que Ou alors Larseneur et Cardona, qui pour moi, pour le coup, eux sont vraiment. Je veux dire, si un de Mm. ces deux-là se blessait, ça donnerait quand même une autre tournure à la fin de Voilà. saison. Parce que. Ouais, ouais. Ah oui, bien Mais c'est sûr. vrai Oui, qu'on oui. doit.
En dehors d'eux, C'est vrai que pour en dehors d'eux, je suis l'instant, d'accord. les planètes sont assez alignées pour la SSE et pourvu que ça dure pour les 3 derniers matchs. Gabriel au chat, avant de clôturer ce débrief, qu'est-ce qui se dit un peu, notamment concernant les blessures hein, et l'importance de Sissoko et de Cardona et de Larsonneur du coup dans le 11 stéphanois? Et ben on a SSE 7100 qui par rapport au nez cassé de Cafaro qui nous dit que de toute manière Cafaro n'a pas été terrible comme trop souvent. Constat partagé par Jo42 qui nous dit Cafaro s'il est absent c'est pas grave, il est souvent absent dans les matchs donc ça ne changera pas. À vérifier quand même parce qu'il peut nous aider sur certains points. Et on a Pascal CHN qui nous dit Cafaro pourra sûrement jouer avec un masque à Guingamp. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles de la part du club, mais on peut imaginer qu'il porte un masque si jamais le nez est vraiment fracturé. Et sinon, sur Wadji, bah, on a Jimmy Riffer qui, je pense, analyse bien la situation. Le retour de Wadji a été précipité en raison de la blessure de Sissoko. Bah, 3 petits points pour dire que je pense c'est dommage. Et du coup, il estime que Sissoko risque lui aussi de précipiter son retour. Donc on va espérer qu'il ne rechute pas lui aussi. Céline qui nous dit si on récupère Sissoko pour les 3 derniers matchs, ce n'est pas grave, je ne m'inquiète pas. Cafaro, on peut jouer sans car il n'est pas assez décisif. Je suis confiante pour les 3 derniers matchs. Je pense que pas mal de monde partage ce point de vue-là. Et on a ST Ton sur Twitch qui nous dit Wadji, on a passé toute la saison sans lui, donc tant pis s'il n'est pas là pour les 3 derniers matchs, même si ça me fait de la peine. Cafaro ne sera pas à 100%, mais heureusement Sissoko revient. Et on a Joss qu'on salue qui nous dit que pour lui et pour beaucoup de monde, je pense, Sissoko est indispensable sur la pointe de l'attaque. Donc espérons qu'il soit là contre Guingamp. Ouais, merci Gabriel, merci le chat. Et Je les ma... trouve dur avec Cafaro. Hein. Ah ouais? Franchement, je les trouve durs avec Cafaro. Moi, c'est un joueur que j'ai énormément critiqué parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec les joueurs talentueux qui ne donnent pas pleine mesure de leur talent sur l'intégralité d'un match. Mais c'est quand même un joueur que j'ai trouvé beaucoup mieux justement sur la série de bons matchs. D'ailleurs, il a été presque toujours titulaire. Euh, voilà, c'est vrai que souvent il n'a pas été, enfin, il a rarement été décisif, c'est vrai, mais il apporte un déséquilibre vis-à-vis des défenses adverses qui est quand même précieux, je trouve, en tout cas bah voilà, sur la série dont on vient de parler. Bien, bah merci pour cette interaction Timothée. Je vous propose de passer rapidement au petit tour des stades de Ligue 2. C'est notre tour de stade habituel. C'est parti tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. L'actu de la Ligue 2. Hop, c'est l'occasion du coup de faire un petit point sur nos adversaires, sur les résultats, les concurrents directs de la SSE. Maintenant, c'est vrai qu'on s'intéresse surtout à Angers et Auxerre, hein, c'est nos adversaires les plus directs. Et le premier point notable de ce week-end, c'est la défaite d'Angers face au Paris FC. Ce qui permet du coup aux Verts de monter sur la deuxième place du classement, synonyme de monter direct en Ligue 2. On sent que c'est vrai que depuis qu'on s'est imposé chez eux, les Angevins ont beaucoup plus de difficultés, sont beaucoup plus fébriles depuis ce match-là. Même si c'est vrai que le Paris FC reste une bonne équipe, ils sont cinquième au classement. Martin, même s'ils on a les calendriers à l'écran, je ne sais pas s'ils ont un calendrier plus accessible ou pas que celui de la SSE, ça sera à vous de me le dire. Mais est-ce que tu vois Angers peut-être pas s'écrouler, mais faiblir encore d'ici la fin de la saison? Et c'est pas que je vois Angers s'écrouler, c'est qu'Angers s'écroule. C'est-à-dire qu'au 3 février, Angers avait 46 points, Saint-Étienne en avait 32. Aujourd'hui, Saint-Étienne a 63 points, Angers en a 61. C'est-à-dire qu'en 2 mois, en 3 mois et demi, Saint-Étienne a repris 16 points. Je ne sais pas si on imagine bien ce que ça représente. 16 points à un concurrent voilà, qui joue le haut de tableau. Donc, c'est pas que enfin, Angers s'écroule depuis déjà un certain temps. Après, j'ai regardé leur match à Paris. Il y avait une première mi-temps où franchement ils méritaient mieux, où ils ont été dangereux, etc. Et alors ensuite, par contre, ils ont coupé le courant, ils ont vraiment souffert physiquement. Et je pense que l'enchaînement de 3 matchs leur a fait un mal fou. C'est une équipe qui a du talent, c'est une équipe qui a beaucoup de talent, mais c'est une équipe qui commence à douter, et qui ne commence pas à douter d'ailleurs, qui doute depuis un certain temps. Et ça se voit, c'est-à-dire que c'est deux dynamiques complètement contradictoires. Et puis en football,
il vaut mieux être dans la position du chasseur que celui du chassé. En tout cas, quand les écarts sont maigres et quand tu as une équipe comme Saint-Etienne derrière qui carbure comme ça, je pense que ça joue dans les têtes. Maintenant, pour moi, la clé, c'est de savoir si Saint-Etienne va complètement assumer ce statut-là. Et maintenant qu'ils sont passés deuxième avec un matelas d'avance sur Angers, voir comment ils vont gérer la suite. Voir si ça les transcende ou voir si ça les fait cogiter. Et pour moi, la clé, elle se situe là. Parce que finalement, les calendriers, voilà, moi, Saint-Etienne, ce qui m'inquiète, c'est effectivement ce déplacement à Guingamp et la réception de Rodez, qui pour moi est quand même la meilleure équipe de Ligue 2 si on ajoute. C'est d'ailleurs, je crois, la seule qui a fait 9 points comme Saint-Etienne en une semaine. Mais si on ajoute les résultats et ce qu'on voit sur le terrain, Rodez me semble quand même aujourd'hui voilà, l'équipe la plus convaincante de Ligue 2. Après, à l'épreuve de Geoffroy Guichard, j'attends de voir, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il s'imposera à Geoffroy Guichard, mais en tout cas, là, il y aura un vrai duel. Et à Guingamp aussi, c'est pas facile. Et à voir après Angers comment ça se passera. Pau a encore quelque chose à jouer. Dunkerque et Annecy, il faudra voir s'ils auront acquis leur maintien d'ici là. S'ils l'ont acquis, ça peut tout changer. S'ils sont encore dans la lutte, bah, ce sera une autre opposition pour Angers. Mais je pense que la vraie clé, c'est les têtes angevines et les têtes stéphanoises. Tim, t'es d'accord avec ce que dit Martin? Est-ce que tu vois Angers concurrencer les Verts jusqu'à la fin ou pas tant que ça, peut-être encore faiblir? Bah, il faut se méfier. On leur est déjà passé devant, ils nous sont repassés devant. Voilà, il faut rester très attentif. Voilà, Saint-Etienne a le luxe d'avoir un joker sur les 3 matchs qui viennent. Saint-Etienne, je l'ai dit tout à l'heure, s'ils font 7 points, ils monteront en Ligue 1 grâce au goal average qui est suffisamment conséquent, en tout cas sur 3 journées. Ce ne sera pas rattrapable, surtout si sur ces 3 journées, tu fais 2 victoires et donc un match nul. Angers, il y a effectivement une dynamique qui s'est cassée. Moi, je suis pas sûr qu'on doive donner tant d'importance que ça à la victoire de Saint-Etienne sur Angers. Je pense qu'ils ont eu un mercato qui leur a fait du mal parce que le départ de Baoya, moi, j'ai fait 2 matchs, je crois, à Angers cette année pour le boulot. Et les 2 fois, Baoya est entré. Une fois, il a marqué, une fois, il a obtenu un penalty. C'est ce genre de jeune joueur. Évidemment, il ne fait pas partie des titulaires indiscutables parce qu'il est trop jeune pour ça, mais il aura quand même marqué 5 buts sur la première moitié de saison. Et c'était un mec qui pouvait vous transformer un mauvais match nul en une petite victoire ou justement une courte défaite en un match nul, donc qui va vous gratter des points. Et on s'aperçoit que quand même c'est devenu difficile pour eux. Ils ont l'air d'être un peu sur les rotules. Ceci dit, j'ai trouvé Saint-Etienne assez fatigué aussi. Quant au calendrier, moi je le trouve assez équivalent. Encore une fois, c'est juste de dire aussi que ça va dépendre où en seront les adversaires au moment où ils seront joués par l'une et l'autre des 2 équipes. Mais j'ai regardé comme Martin, et je m'étais jamais levé debout sur mon canapé sur un but du PFC. Il fallait que ça arrive et il fallait que ce soit la Saint-Etienne qui me fasse faire ça. Mais j'ai regardé ce match-là et depuis samedi soir, j'avoue que la confiance prédomine parce que encore une fois, hein, j'espère pas nous porter l'œil, mais je crois qu'on va le faire. Et t'as parlé du Paris FC, du coup, ben, qui se sont imposés contre Angers. Ça va être maintenant au tour d'Auxerre de les affronter. Les Parisiens qui sont pas mauvais, hein, 5e au classement, ils sont plutôt en forme en ce moment. Stéphane Gilly est en train de faire un truc incroyable avec le PFC. Hein. Ouais, non, Parce que il y a Bahreïn derrière, d'accord, mais l'équipe qui est en place, il n'y a pas de pognon dans cette équipe, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de cador. Il y a Kebal qui est un joueur dont on dit du bien, mais dont on dit du bien depuis longtemps, qui est en train d'éclore. Et en fait, c'est collectivement extrêmement structuré ce que fait le Paris FC. Et, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas de mystère si ça fait partie des équipes sur lesquelles on a buté sur la deuxième partie de saison. Et pour moi, oui, c'est vrai qu'Angers fait une bonne première période contre eux, mais leur victoire, il n'y a rien à y redire. Et en voyant le match Angers-PFC, si on m'avait dit que c'était le PFC qui était deuxième et Angers qui était derrière, ça m'aurait pas choqué, quoi.
Et Tim, justement, je vais te poser la question directement du coup. Est-ce que tu vois le Paris FC titiller Auxerre ce week-end? Parce qu'on voit déjà qu'Auxerre galère un peu contre Dunkerque. Là, ils sont en train de perdre à la mi-temps. Bon, Dunkerque, ils sont plutôt en forme, mine de rien, en cette fin de saison aussi. Le maintien leur met la pression. Tu vois Paris FC embêter Auxerre, ouais, toi, de ton côté? Encore une fois, collectivement, vu l'expression collective de cette équipe, je crois que Paris FC peut embêter n'importe qui. Auxerre, là, ils sont menés, mais Auxerre, ils font une bonne première période, hein. Ils ont clairement les occasions. Dunkerque marque sur un contre. Ils ont eu un poteau, mais sur un centre-tir, c'était un peu du hasard. C'est quand même Auxerre qui a fait la première période. Oui, enfin, pourquoi pas. Après, moi, je pense que notre seul et unique adversaire, c'est Angers, et que le seul et unique objectif, c'est la montée, pas le titre. Euh, je sais qu'il y a des gens pour qui ça compte. Pour moi, un titre de Ligue 2, je m'en tamponne complètement. Tu me dis qu'on va monter à égalité de points grâce au goal average à la dernière journée, je signe dès demain. Et voilà. Et Angers n'est pas et Auxerre, pardon, n'est pas l'adversaire. Mais oui, le fait est que si Auxerre perd ce soir, ça sera toujours intéressant d'avoir une équipe en plus, entre guillemets, dans le matelas qui nous séparera de la troisième place. Mais d'abord, je doute que Auxerre s'incline ce soir parce que je l'ai trouvé bon là en première période. Je regardais le match en même temps qu'on parlait. Et voilà. Martin, de ton côté, toi, tu penses que le Paris FC peut embêter Auxerre? Tu as confiance en cette équipe, hein, que Timothée l'a dit, qui marche bien. Stéphane Gilles l'a transformé, il a dit. Tu les Ouais. vois, ouais, tu les vois embêter Auxerre? Ouais, ils sont chiants à jouer, le Paris FC. Ils sont chiants à jouer. Euh, enfin, la SS l'a vu à Charletti, même si il y avait aussi des Les conditions conditions. Ouais, climatiques le Il y avait les qui font contexte, conditions. que ouais. le match était absolument dégueulasse. Mais c'est une équipe chiante à jouer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette fin de saison, c'est les dynamiques qui animent les trois. C'est-à-dire que Auxerre, je ne sais pas quel résultat ils vont faire à Dunkerque, mais ils ont perdu à Rodez, ils ont perdu à Quevilly. C'est une équipe qui, on voit que ça se rapproche, on voit que l'accession devient palpable. On se dit que à un moment donné, on avait vraiment du mal à voir, enfin, à les imaginer en Ligue de l'année prochaine, parce qu'ils avaient de l'avance, etc. Et on sait que quand ça commence un petit peu à patauger, s'ils ne gagnent pas ce soir à Dunkerque, euh, le doute aujourd'hui, il est dans les tronches des Angevins. Il peut être potentiellement en fonction de cette seconde période dans les tronches d'Auxerre, alors que Saint-Étienne, tu les sens quand même portés. Et pour moi, ça, c'est l'argument principal, au-delà de la bonne forme de l'Arseneur, de Cardona, des blessés des uns, des blessés des autres, etc., des calendriers. C'est que, voilà, Saint-Étienne, c'est ce que je disais tout à l'heure, est quand même, en termes de dynamique et dans les têtes, c'est ceux qui ont finalement presque au vu de leur saison, le moins à perdre, parce qu'ils reviennent de tellement loin. On les avait tellement enterrés après la défaite à Dunkerque, justement. C'était inimaginable en début février de les voir. Je rappelle que la mission de Dalloglio, la première, c'était de terminer dans le top 5. Et déjà, on se disait, ça va pas être évident. Aujourd'hui, à 3 journées de la fin, d'être deuxième à un point potentiellement de la première place et d'envisager une accession en Ligue 1, c'est un miracle absolu qui fait que ça libère tout. Voilà, ça libère les têtes, ça libère les jambes, alors que ça crispe ceux sur lesquels la SS est revenue. Voilà, c'est humain, c'est logique, et c'est pour ça que moi, comme Timothée, je suis plutôt optimiste avant la dernière ligne droite, quoi. Donc Martin, en entendant comment dirais-je, ton explication sur le fait d'être chasseur ou d'être chassé, euh, la crispation, elle peut débuter à partir de samedi pour Saint-Étienne. Bah oui, c'est ça. C'est de Ouais. voir comment Saint-Étienne va réagir. Parce que là, ils y sont maintenant. C'est-à-dire qu'à 3 journées de la fin, aujourd'hui, c'est presque eux les favoris à la montée, à l'accession. Et donc, ce qui s'est passé avant, ça comptera un peu moins. Et donc, la pression sera sur eux. Euh, Comment Moi, tu gères ça? j'ai presque l'impression qu'on a pris le lead, qu'on est arrivé au meilleur moment. C'est-à-dire que il n'y a pas à gamberger sur 5 semaines. Justement, la crispation, elle va forcément un peu exister parce que tu es devant et que tu vas avoir tendance à regarder dans le rétro. Mais tu vois, il te reste, en réalité, il te reste 2 semaines de compétition parce que enfin, 2 semaines de bout à bout, on va dire de samedi prochain jusqu'au vendredi où on affrontera Quevilly.
c'est 2 semaines et 2 semaines où justement l'euphorie, la sensation que l'accession est possible, justement le miracle qui s'accomplit devrait nous affranchir un petit peu de cette crispation que connaissent les autres qui effectivement étaient en haut et qui ont vu leur avance se réduire comme peau de chagrin, quoi. Mais surtout, c'est que tu as l'ascendant sur eux aujourd'hui. Déjà, mentalement, pour moi, tu as l'ascendant sur eux. C'est-à-dire que je vois pas, par exemple, Angers faire un 9 sur 9. Non. Je vois difficilement Angers faire un 9 sur 9 vu l'état dans lequel ils sont. Enfin, c'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire, un moment, c'était catastrophique. Ils sont revenus un peu, voilà. Mais malgré tout, je les vois pas faire un 9 sur 9. Et Saint-Etienne, s'ils perdent 2 matchs, mais qu'Angers en perd 3, le résultat à la fin, bah, c'est les Verts qui monteront, quoi. Donc ça dépendra autant de Saint-Etienne que d'Angers, cette histoire. Donc moi, je ne les vois pas faire un 9 sur 9 face à Pau, Annecy et Dunkerque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour la montée, contrairement à Angers, du coup, les Verts ont leur destin entre les mains. Donc on verra dans le prochain match. Mais juste avant, Gabriel, je fais un petit aller-retour au chat rapide. Les auditeurs sont aussi optimistes que nos deux chroniqueurs concernant la montée des Verts ou pas? Ouais, globalement, on a pas mal de messages qui reviennent sur le fait que le principal adversaire de Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne lui-même. Ça rejoint un petit peu ce que disent nos chroniqueurs. Maintenant, je pense qu'il faut se concentrer sur nous. Comme dit Martin, bah, Angers fera sûrement pas 3 sur 3. Donc 3 victoires sur 3 matchs. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on se concentre sur nous. On a Esteton qui nous dit le match le plus important pour nous, c'est à l'extérieur contre Guingamp. Celui contre Rodez me paraît, entre guillemets, plus facile comme on est à domicile. On a Tommy Le Goat qui nous dit on sera champion, retenez bien ce message. Céline qui redoute aussi le déplacement à Guingamp, qui joue encore le top 5, elle voit ce déplacement comme très dangereux. Et puis moi qui ai fait souvent des matchs à Guingamp, c'est un adversaire qui ne réussit pas forcément. Donc on a aussi on a ST qui nous dit le match entre le PFC et Auxerre, du coup, qu'on voit pour le prochain match d'Auxerre, sera déterminant, surtout en cas de bon résultat de Dunkerque ce soir. Et on avait un message, je ne retrouve plus qui l'avait envoyé, mais qui nous disait que en cas de victoire de Dunkerque ce soir, la fin de saison pourrait être étouffante pour les trois premières places, ça c'est sûr. Et on a Piazza Le Breton qui nous dit un peu comme tout le monde que le match de Guingamp sera très dur à négocier, prudence. Stéphane Devoir qui nous dit attention au match difficile contre Rodez qui ne nous réussit pas depuis qu'on est descendu en Ligue 2. C'est vrai qu'on on les a jamais battus depuis qu'on est descendu, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 2. Et voilà, on a ST qui nous dit pour finir, il faut plus se focus sur garder la deuxième place plutôt qu'attendre un faux pas d'Auxerre. En gros, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Se Bon, à concentrer. part, à part le Vas-y. dernier qui nous parle de Rodez, et à juste titre, et Martin l'a dit, Rodez est une excellente équipe sur cette deuxième partie de saison. Moi, je partage l'avis général sur Guingamp, en fait. Je pense pas qu'on fera 9 sur 9. J'espère qu'on fera 7 sur 9 parce qu'on monterait. Mais si on doit lâcher des points quelque part, malheureusement, j'imagine que c'est à Guingamp. Si par bonheur on l'emporte à Guingamp, là mon optimisme, déjà, vous l'avez compris, assez important, deviendrait total. Parce que pour moi, il est là le match le plus difficile. Guingamp, c'est pas une grande équipe de Ligue 2, mais c'est quand même une bonne petite équipe. Il y a toujours une bonne petite ambiance. Ça Bah, nous réussissait pas souvent dans l'histoire, hein. C'est pas une équipe. J'ai pas le souvenir de nombreux déplacements où on soit allé chercher des points là-bas. Moi, voilà, pour moi, c'est un peu celui-là le match qui et sent, justement, qui Tim, sent le saumon, quoi. je te coupe, mais justement, on va y venir. En fait, on va tout de suite passer au prochain match sans trop tarder parce que 21h55, on n'a plus beaucoup de temps. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Timothée l'a dit, du coup, contre Guingamp, ce match de samedi des Verts qui ont leur destin entre les mains, on l'a dit. Va falloir gagner pour continuer de gagner des points et valider cette montée directe en Ligue 2. Le suspense est quand même à son compte, puisqu'on a vu au classement, c'est assez serré. Mais faut rester focus sur soi-même, on l'a dit, et gagner, gagner, gagner. Les Bretons sont 9e au classement. C'est vrai, on l'a dit, c'est une équipe qui ne réussit pas forcément. Et ils viennent de s'imposer à Pau ce week-end, 2-1 à l'extérieur, contre une équipe qui marche pas trop mal, hein, Pau.
On a vu que les dernières prestations stéphanoises n'étaient pas forcément totalement maîtrisées, hein, mais pour l'instant, ça nous suffit ça nous suffit et ça nous sourit, donc tant mieux. Timothée, du coup, je vais te laisser la main. Tu as commencé de parler. Tu vois un match compliqué, toi, du coup, à Guingamp? Ouais, oui, oui, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais c'est le match qui me semble le plus compliqué si on prend tous les paramètres. C'est-à-dire que c'est Guingamp à l'extérieur. Certes, Rodez paraît plus fort et paraît être un adversaire plus redoutable que Guingamp, mais ce sera Rodez dans un stade Geoffroy Guichard à guichet fermé face à une équipe qui joue la montée. Euh, Moi, je veux bien croire que les Ruténois sont un peu la bête noire stéphanoise en Ligue 2. Il y a un moment, ça va quand même vachement ressembler à un match de Ligue 1 pour eux, et je ne sais pas si ils auront les armes ajoutées à la grinta et à la dynamique du moment de Saint-Etienne. Donc oui, pour moi, sur les 3 matchs qui viennent, Guingamp, c'est le plus périlleux, mais j'abonde par rapport à ce qu'a dit Martin. Je crois aussi qu'Angers ne fera pas 9 sur 9, donc il n'y a peut-être pas l'obligation pour Saint-Etienne de faire 9 sur 9. Peut-être que, puisqu'on a un joker, peut-être que le match nul, ce sera celui-là. Martin, toi aussi, tu vois un match difficile à Guingamp? Oui, si ce n'est. Enfin, seule chose peut-être, c'est que Guingamp est 9e, ils sont à 5 points de la 5e place, je crois. Donc, quelque part, je suis pas sûr qu'ils aient encore grand-chose à jouer en cette fin de saison. On peut imaginer que ça peut peut-être avoir son importance. Oui, tu as raison, et Euh, je vois qu'en plus, Amiens, qui est derrière, est à 4 points. Donc, oui, ils n'ont peut-être pas grand-chose à jouer vers le haut, et ils n'ont pas grand-chose à craindre vers le bas. voilà. Ça va Donc, être assez, ouais. Ouais. après, voilà, on se raccroche à des choses, mais effectivement, ça va être un match compliqué. De toute façon, quand on prend ce qui reste, euh, Quevilly, Rouen, a priori, ils seront malheureusement pour eux quand l'ASS les jouera à la 38e, à mon avis, condamnés. Euh, Rodez, c'est très fort, hein, je l'ai déjà dit. Et Guingamp, c'est à l'extérieur, c'est au Roudourou, donc c'est voilà, pas évident non plus. Donc hormis cette 38e journée, oui, ça se jouera sans doute avant. Et en particulier, ouais, la semaine prochaine à 19h, quoi. C'est sûr que ce sera tendu, c'est sûr que ce sera compliqué. Est-ce que Saint-Étienne aura toujours, à voir si ce sera un match à la Ajaccio ou un match à la Grenoble. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ce soit un match maîtrisé de A à Z comme ça a pu l'être à Angers, etc. Parce qu'on n'est pas dans cette séquence-là au niveau de Saint-Étienne en ce moment. Après, à voir comment les événements tournent. En ce moment, ça tourne plutôt très bien, donc moi, je reste quand même très confiant. Niveau de la compo, rapidement, messieurs, très rapidement même, est-ce que vous attendez à des changements avec ces blessures, etc. Peut-être faire tourner parce qu'il y a une semaine à 3 matchs, hein. Martin, je vais te laisser la main. Est-ce que tu as un avis? Il y a encore quelques interrogations, bien sûr, mais est-ce que tu changerais quelque chose par rapport au 11 face à Caen? Bah de fait, Ouais, Wadji, voilà. bien sûr. Donc ça va dépendre de Sissoko. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, une attaque Cafaro, Cardona aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment voilà, un attaquant sur les premiers appuis qui fait des différences. Alors, il a moins de stats, évidemment, que Cardona, mais c'est vraiment quelqu'un qui apporte de l'incertitude. J'aime ces joueurs-là. Surtout, enfin, sur les ailes, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, si Sissoko n'est pas là, on a quand même des solutions de recherche qui sont intéressantes. Dans l'axe, moi, je préfère faire quand même Briançon, Batou Binsika. Je trouve qu'ils apportent un peu plus de garantie que Nadé si les trois sont opérationnels. Et sinon, oui, bah sinon du classique au milieu et du classique sur les côtés, quoi. Donc, c'est juste l'interrogation Sissoko, quoi. Tim, tu étais d'accord avec Martin concernant, bon, bien sûr, on l'a dit, il y a quelques interrogations, Ouais. mais tu restes sur ça, Tu toi? as dit que c'était une semaine à 3 matchs, et non, il y a 3 matchs en 2 semaines, égalisation d'Auxerre. Ah, Égalisation 1-1. d'Auxerre, ouais. Ouais, ouais. Il n'est pas hors jeu, je crois pas. Non. Et 1-1 entre Auxerre et Dunkerque. Pardon. Non, franchement, je pense que maintenant l'équipe, elle va bouger le moins possible. Donc, je suis peut-être d'accord avec Martin. Je ne me suis pas suffisamment posé la question sur Briançon à la place de Nadé. À mon avis, la défense ne va pas bouger ou plus bouger.
Bentaïg a montré ses limites. Petro, que j'ai pourtant sali de nombreuses fois dans ce podcast, a fait un bon match, c'est vrai, l'autre jour. Donc moi, je vois bien la défense rester la même. Au milieu de terrain, il y aura peut-être une alternance Monconduit Tardieu parce que je sens Monconduit un petit peu rincé quand même. Chambaud Mouefek, ça bougera pas, je pense. Cardona, Cafaro, à mon avis, Cafaro effectivement pourra jouer avec un masque. Et effectivement, de fait, Mboukou pour remplacer numériquement l'absence de Wadji, quoi. Merci, merci Timothée, merci Martin, merci messieurs. On espère donc une victoire hein, pour continuer cette série et se rapprocher de la montée directe. Gabriel, petit aller-retour vers le chat avant de passer au challenge. Au niveau des pronos, très vite, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que les Stéphanois sont optimistes? On a de l'optimisme. Bon, évidemment, Jo qui nous dit à Guingamp, il faut absolument gagner. Rester concentré, ça peut passer là-bas pour Jérém Magique, même si. Il nous dit, Jérém Magique, pardon, Guingamp ne va pas fort en ce moment. Ils ont quasiment abandonné l'idée des barrages. Comme on disait, ils ont 5 points de retard sur Paris FC. Donc, c'est vrai que ça risque d'être compliqué, Après, mais comme il nous dit, dit à la comme fin dit du Joss message, il faut quand Randall, même. Jérém Magique, Oui, il en met pas vas-y, une dedans. Timothée. Il en met pas une dedans. À chaque fois qu'il y a une intervention, mais on l'embrasse. Et, euh, et voilà, donc il nous dit qu'il faudra quand même rester concentré parce que on sait jamais ce qui peut se passer là-bas. Et sinon, sur les pronos, on a Céline qui voit un 2-1 pour Saint-Étienne, Piazza Le Breton, pareil, 2-1 pour Saint-Étienne, Jérém Magique, justement, 2-0 pour Saint-Étienne, ASSE 71, victoire 1-0, Tommy Le Goat, victoire 3-0, Jo 42, 1-0 comme d'hab pour Saint-Étienne. Et, euh, et c'est tout. Et on a pardon, Pascal qui voit un partout à Guingamp. Je vois bien les Bretons ouvrir le score et les Verts égaliser. Merci Gabriel, merci messieurs pour cette chouette émission. On a bien parlé. Mais avant de clôturer tout ça, c'est l'heure du Saint Night Club Challenge. C'est parti. Active Synthé Night Club. Le challenge Synthé Night Club. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit jeu dans l'émission, un petit quiz simplement de 4 questions à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association. À la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points, vous avez le classement à l'écran, remportera l'ensemble de nos revenus pour l'asso qu'il aura choisi, bien sûr. Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On les a pas les stats là pour le moment. Je dois pas être mal parce que j'avais Ouais, survolé la première intervention et la deuxième, j'avais pas été mal contre Jessie. Donc, je sais pas si tu as le retour du stream, mais là, t'es troisième au classement, hein. aïe, 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 Et aïe. Martin est à la septième place. Oh, le duel. Allez, vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. On commence tranquillement avec un petit joueur à deviner. On va faire ça vite. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. Et je vous donne la parole. Attention, c'est parti. Je suis né en 1993 en Martinique. Je rejoins la France métropole à l'âge de 15 ans pour rejoindre le centre de formation de l'Olympique de Marseille. J'en suis renvoyé 2 ans plus tard et je rebondis à Saint-Étienne. En 2013, je signe mon premier contrat pro après quelques matchs. Martin, Ouais, Martin. Poloma, Ouais, bien joué, c'est Poloma. Puis je suis prêté du côté de Châteauroux puis de Laval, arrière latéral gauche, je gagne ma place petit à petit en 2015 dans le Forêt, année où je serai aussi remarqué pour une altercation avec un adversaire, en l'occurrence Tolisso, dans le derby lyonnais. Après un dernier prêt à Auxerre où je suis limogé après m'être battu avec un coéquipier, je rejoins ensuite la Turquie pour 2 ans, puis je reviens en France en national à Versailles. Je suis Pierre-Yves Poloma. Bravo. Et ça fait 1-0. 2-1 pour Auxerre. Ah, 2-1 pour Auxerre, Auxerre accélère. Ouais. Avec un but contre son camp de Dunkerque. Bien, bien, bien. Bon, on espère que Dunkerque va essayer de revenir, ça serait pas mal. Deuxième question, continue le quiz messieurs, avec un au plus proche cette fois. Je vais laisser Martin commencer à donner sa proposition puisqu'il a répondu à la première question. À votre avis, lors des 18 premiers matchs dirigés par Olivier Dalloglio à la SSE, quelle est la moyenne de points pris par les Verts? Ça c'est une bonne question. Euh, il y a 18 matchs, il y a eu quoi? Deux défaites. Je vais dire 2,2. 2,20 ou 2,02? 2,20, pardon. 2,20, ok. Timothée, combien tu dis?
Je vais dire que c'est un tout petit peu moins. Donc, je vais dire 2, t'as dit 2,2, hein, donc 2,1, 2,15. Je pense 2,4. que c'est dans ces eaux-là. J'aurais Ouais, dit ben ça. Donc, messieurs, vous êtes ouais. très proches et c'est Timothée qui remporte le point puisque c'est 2,17. Ah, Ah ouais. 2,17. Et oh, c'est c'est moche. c'est le meilleur début pour un coach stéphanois depuis l'instauration de la victoire à 3 points en 1994. Donc, début vraiment tonitruant, historique même pour Olivier Dalloglio. Un partout, donc, dans ce quiz. Et on enchaîne avec un autre au plus proche, parce que j'aime bien. On a parlé d'Ayman Mouefek un peu durant cette émission. À votre avis, depuis qu'Olivier Dalloglio est aux commandes de la SCCE, quel est le temps de jeu cumulé de Mouefek? Cette fois-ci, je vais laisser Timothée faire son pronostic en premier, en minutes bien sûr. En minutes. Minutes, c'est assez chaud parce que ça demande même de faire des calculs. Je crois que j'ai que le chiffre en minutes, je vérifie, mais ouais. Alors, je vais dire, 1300 minutes. 1300 minutes, ton côté plus ou moins 1300 Martin? minutes, ça fait combien de matchs ça? J'en ai pas la moindre idée. 1300 Ça fait minutes. 14,4 matchs. Ok. Ah, putain, Donc ok. ça fait 18 jours sur 18 Euh, journées, c'est du coup. il en a raté quelques-uns. T'as dit combien? 1200? 1300, j'ai dit. 1300, je vais dire 1250. 1250, vous avez été un peu optimiste, messieurs, puisque c'est simplement 1048 minutes. Ah, Le premier, c'est l'Arsenal avec 1530. Et Mouefek, il me semble qu'il doit être autour de la 7 ou 8e position. Et du coup, c'est le point va à pour Martin. Martin. Ouais, donc 2-1. L'occasion de recoller au score pour Timothée pour cette dernière question. Une question plutôt mémoire et un jeu de rapidité. Messieurs, cette fois-ci, ça va être le plus rapide à faire une proposition qui commencera. Et après, ça sera une proposition chacun. Donc le premier qui a une idée, il dit sa réponse. Et après, ça sera à l'autre de faire sa proposition. Le prochain match, du coup, on l'a dit, c'est contre Guingamp. Et la dernière fois que les Verts les ont affrontés en Ligue 1, je ne parle pas de la Ligue 2, je parle de la Ligue 1, c'était le 12 janvier 2019. Les Verts avaient gagné 1-0 à l'extérieur, mais est-ce que vous sauriez me citer l'unique buteur de la rencontre? Proposition Buteur de quelle rencontre? du De la match dernière rencontre? de la dernière fois qu'on a affronté Guingamp en Ligue 1, le 12 janvier 2019. Il y avait eu combien? Il y avait eu 1-0, donc il n'y a eu qu'un buteur. Wow. 2019. C'est jeu de rapidité, donc vous faites une proposition, c'est le premier qui l'a. Kazri, je sais pas. Et bah bingo, c'était Wabi Ah, bravo. Kazri, bravo Martin, Bravo. vous avez gagné 1-0, Ok. il avait marqué au début de rencontre, et ouais, c'est Wabi Kazri qui avait marqué. 3 points donc pour Martin et un pour Timothée. Bravo. Ah, Victoire de Martin qui remonte un peu au classement. Bon, Timothée, je pense que tu peux rester peut-être sur le podium en attendant la prochaine émission. Mais ouais, ça me Ouais, il va falloir suffira que je pas, je revienne pense. c'est ça, ouais. avant la fin Là, avant la fin de d'ici de saison, la ouais. fin de saison, je pense que quelqu'un pourra Mm. te piquer la place. Mais du coup, 3-1 donc, et on arrive à la fin de cette émission. Bravo messieurs et merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, aussi d'avoir été présents comme d'habitude. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. On a un peu débordé, on est presque à 1h10 d'émission. J'espère que je me ferai pas disputer par le chef. En tout cas, passez une bonne soirée, une bonne semaine d'ici lundi prochain. Prenez bien soin de vous et surtout allez les verts, hein. Ciao, ciao! Ciao. Salut! Ciao, ciao.